Je vais maintenant donner la parole à César Itier qui va faire une présentation des langues quechua. Donc, en guise d'introduction, encore, voilà, à notre après-midi consacré, et à nos 2 journées, à la littérature orale quechua, je voudrais présenter brièvement la famille linguistique quechua, ou l'ensemble linguistique quechua, est situé le quichua équatorien qui va nous occuper à l'intérieur de cet ensemble. Parce qu'effectivement, comme sans doute la plupart d'entre vous le savent, ce qu'on appelle le quechua ou le quichua ne correspond pas à une langue unitaire, mais plutôt à un ensemble de variétés linguistiques assez différenciées, et même si différenciées que dans le cas les plus éloignées d'entre elles génétiquement, les plus distantes, il n'y a pratiquement pas d'intercompréhension. Alors on parle habituellement des dialectes quechua pour désigner ces différentes variétés du quechua. Les linguistes n'utilisent pas le terme dialecte dans le sens un peu péjoratif qu'il peut avoir parfois dans le langage commun, disons, mais tout simplement pour désigner une variété linguistique, un sous-ensemble à l'intérieur d'une langue ou d'un ensemble linguistique. On peut parler du dialecte en France, du dialecte français, québécois, parisien ou autre. Donc c'est dans ce sens-là qu'on parle des dialectes quechua, par exemple, mais évidemment, ces variétés ont une divergence, comme on va le voir, plus importante que celle du français, nettement. Alors voici une carte de la répartition actuelle des dialectes quechua. D'abord, quelques mots sur le nombre de locuteurs que cela représente. Selon les recensements les plus récents et en chiffres arrondis, il y aurait environ 6 275 000 locuteurs pour cette famille linguistique, pour cet ensemble linguistique, dont le Pérou regroupe le plus grand nombre, mais pas de beaucoup, suivi par l'Équateur, puis la Bolivie, l'Argentine, la Colombie. Et il y a même, je ne l'ai pas fait figurer ici, une toute petite zone, un village de langue quechua dans le nord du Chili. Mais c'est ce que vous voyez sur ce tableau, ce sont les chiffres des recensements. Mais les recensements donnent des chiffres en fait probablement inférieurs à la réalité, non pas intentionnellement en général, mais parce que la façon dont ils sont menés, les questions qui sont posées aux citoyens, le fait également que certaines zones hautes où l'habitat est très dispersé et où pourtant les langues indigènes sont très présentes ne sont pas parcourues, pas toujours par les agents de recensement. Également le fait, comme vous le savez, que certains locuteurs ont tendance à masquer leur connaissance du quechua, ou le fait que ce soit leur première langue, eh bien, font que les recensements donnent des chiffres un peu inférieurs à la réalité. Donc les sociolinguistes ont essayé de corriger ces chiffres en faisant des estimations un petit peu à la hausse sur la base de diverses données qu'on a, et ça donne en chiffres arrondis et approximativement les chiffres suivants. Donc il y aurait en Équateur à peu près 2,5 millions de locuteurs. Mes collègues équatoriens me diront si ces chiffres correspondent à ce qu'ils connaissent. Donc on peut dire qu'il existe en tout entre 8 et 9 millions de locuteurs du quechua, peut-être plus près de 9 millions que de 8 millions. Mais les chiffres qu'on peut voir parfois de 10 à 12 millions me semblent tout à fait exagérés et improbables. Alors, quelques mots d'abord pour comprendre la diversité linguistique du quechua, la diversité dialectale du quechua. Parmi les hypothèses qui ont été formulées quant à ces dernières décennies par les linguistes, quant au premier foyer d'expansion, au premier foyer géographique d'expansion de la langue, et à l'époque où cette langue a commencé à se propager, la mieux étayée, me semble-t-il, est celle qui fait remonter cette expansion à la seconde moitié du premier millénaire après Jésus-Christ, c'est-à-dire à ce qu'on appelle en archéologie l'horizon moyen, ou ce qu'on connaît comme l'Empire Wari, entre 600 et 1000 après Jésus-Christ, qui aurait été
hein, mais ce sont des hypothèses, mais pour lesquelles convergent de plus en plus d'indices. Le premier diffuseur du Quechua, depuis un foyer situé dans le centre-sud du Pérou, plus précisément dans la vallée d'Ayacucho, qui était le cœur de ce premier État des Hautes-Terres dans les Andes du Pérou. Alors, cela permet de souligner, si c'était nécessaire, que contrairement, disons, à un mythe qui a eu la vie longue, les Incas ne sont pas les premiers diffuseurs du Quechua, ils ne sont pas à l'origine de la propagation du Quechua. Le Quechua ne provient pas de Cusco, mais les Incas, cependant, ont évidemment eu un rôle très important dans la diffusion du Quechua, mais davantage dans une deuxième étape de cette diffusion. La famille Quechua est, depuis les travaux de Alfredo Torero, fondateur de la linguistique andine au début des années 1960, est divisée de en deux grands ensembles dialectaux qu'on connaît depuis Torero comme Quechua 1 et Quechua 2. Le Quechua 1, ou l'ensemble des dialectes Quechua 1, étant parlé dans le centre et le centre-nord du Pérou, et les dialectes de type Quechua 2, à la fois plus au sud, depuis le centre-sud du Pérou, le département de Huancavelica, jusqu'au nord-ouest de l'Argentine, et d'autre part vers le nord, en Équateur et dans les bassins des fleuves Pastaza et Napo qui prolongent, ces mêmes bassins fluviaux qui viennent de l'Orient équatorien, de même que dans quelques réduits encore aujourd'hui dans l'extrême sud de la Colombie. Alors, d'après les hypothèses qui ont été faites, il semblerait que l'espace quechuaen, celui du centre du Pérou, représente ce qui reste d'une première vague d'expansion du Quechua, celle qui se serait produite précisément à l'époque de l'Empire Wari, de l'horizon moyen, alors que les dialectes Quechua 2 sont le produit de ce qui serait la deuxième vague d'expansion de la famille linguistique Quechua à l'époque Inca, et aussi coloniale, parce que le Quechua a continué à avoir une expansion, même c'est à l'époque coloniale qu'il a en réalité connu sa plus grande expansion géographique, et surtout c'est à l'époque coloniale où, dans de nombreux espaces, il est passé du rôle de langue véhiculaire à première langue de la population, remplaçant toute une série de petites langues ou de langues locales qui existaient jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle. Bien. Donc à l'INALCO, nous enseignons une variété du quechua sud-péruvien, plus précisément celle d'Ayacucho, connue parfois sous le nom de quechua chanca, qui est très proche en réalité du quechua de Cusco, que vous avez là comme quechua inca. Donc ça, ce sont trois des variétés du quechua méridional, du quechua 2 méridional. Entre, voilà ici, dessiner les sous-variétés du quechua 2 septentrional au quichua de l'Équateur et des prolongements colombiens et péruviens de cet espace septentrional. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais pour revenir à cela, chacun de ces deux groupes Quechua 2, le méridional et le septentrional, pourrait probablement constituer deux langues par élaboration, c'est-à-dire qu'ils sont constitués de chacun à l'intérieur de lui-même, les variétés Quechua 2 d'un côté et les variétés Quechua 2 du nord de l'autre, pourraient donner lieu à l'élaboration d'un standard commun. Commun à chacune d'entre elles, pas aux deux. Des efforts dans ce sens-là ont été faits dans le cas du quechua méridional, entre les Péruviens et les Boliviens, mais assez peu a été finalement réalisé. C'est dans le cas de l'Équateur que ce processus d'élaboration et d'institutionnalisation d'un standard commun au quichua équatorien, à l'ensemble de ces dialectes, est de loin le plus avancé. Un standard commun dont la fonction est de servir aux moyens modernes de communication, radio, télévision, presse, à l'éducation, à l'édition d'ouvrages de portée supra-locale, etc. Donc l'Équateur est très avancé depuis plusieurs décennies, depuis au moins 30 ans, dans ce processus.
Une question aussi alors, au Pérou et en Bolivie, comme vous le savez, on parle du quechua, en Équateur et en Argentine du quichua. Pourquoi cette petite différence? Ce sont d'abord des traditions nationales différentes, mais cela remonte à une différence, disons, de prononciation dans les différentes variétés quechua elles-mêmes. Le quechua 2 méridional, donc je vous rappelle, vous voyez sur la carte, celui qui est parlé du centre-sud du Pérou jusqu'à l'Argentine, distingue dans son inventaire phonologique une vélaire K d'un phonème uvulaire K. Or, à proximité de K, qui est prononcé très en arrière de la gorge et qui nous oblige à ouvrir la bouche, les voyelles ont tendance à s'ouvrir. Et le terme qui a donné origine au nom de la langue, quechua, dont le sens premier est vallée tempérée, vallée andine tempérée, est prononcé quechua, c'est-à-dire avec une première voyelle qui est quelque chose à mi-chemin entre notre E et notre I, disons, pour simplifier, est interprété par les hispanophones comme un E, et donc ce terme comme quechua. Par contre, le quechua 2 septentrional, dont fait partie le quechua équatorien, a subi une série d'innovations, dont la fusion de K avec K, au bénéfice de K. Donc le terme quechua y est devenu quichua, et est évidemment interprété par les hispanophones comme quichua, d'où cette différence de forme dans un terme qui a la même origine. Alors, comment le quichua est arrivé en Équateur? Là aussi, ce sont des hypothèses qu'on ne peut faire qu'en croisant la documentation historique, la linguistique évidemment, la dialectologie, la comparaison des dialectes et éventuellement l'archéologie. Mais dans le cas de cette question, les sources historiques nous permettent nous renseignent assez bien sur cette question de la diffusion du quechua en Équateur. Elles permettent de voir que c'est un phénomène assez récent, très peu antérieur à l'époque de la conquête espagnole, et qui est la conséquence de l'incorporation de cette région des Andes à l'Empire Inca. J'ai oublié de montrer donc un exemple du quichua unificado dont je parlais. Attendez, je vais y revenir après. La documentation historique nous permet de voir que les Incas sont restés d'abord très peu de temps en Équateur. On pense qu'à peine plus d'une génération dans la partie septentrionale, dans la région de Quito, 30 à 40 ans peut-être, et 2 générations, environ 60 ans, dans la partie méridionale, la région de Cuenca actuelle, l'ancienne Tomibamba. Et cette présence très courte, ainsi que la façon dont elle s'est produite, permet d'expliquer les caractéristiques essentielles du quichua équatorien, à savoir que la quechuisation ou l'introduction du quichua dans les Andes septentrionales s'est faite non seulement par l'intervention des Incas eux-mêmes de Cusco, mais par le moyen d'un très grand nombre de populations de mitma, de gens déplacés que les Incas ont amenés dans cette région, dans le couloir interandin, dans les vallées interandines de l'Équateur, depuis différentes régions du Pérou. Et on voit, grâce à la documentation historique, que la plupart de ces contingents de populations implantées en Équateur venaient les uns de la région de Cusco et les autres du nord du Pérou, comme la région de Chachapoyas que vous voyez ici, Cajamarca justement, Huamachuco, mais aussi la Sierra de Piura, Huancabamba. C'est des gens qui avaient déjà comme langue véhiculaire, semble-t-il, une forme de quechua de type 1, comme ceux du centre dont on a parlé au tout début. Et donc ça a produit un dialecte quechua, le quichua équatorien actuel, qui a à la fois, dont le système phonologique et le système grammatical est un héritage direct du quechua de Cusco, en tout cas tel que le pratiquaient les Incas, et d'autre part qui incorpore un nombre assez important d'emprunts lexicaux au dialecte quechua 1. D'autre part, la présence Inca ayant été assez brève, comme je l'ai dit, le quechua parlé dans le futur Équateur s'est trouvé, donc, après la conquête espagnole, coupé en quelque sorte de ses sources méridionales, et a donc évolué d'une façon assez propre, assez particulière, en
il a, dans un premier temps, en étant appris comme langue seconde par des groupes ethniques, aussi bien équatoriens que péruviens, qui devaient communiquer les uns avec les autres et avec les Incas, il a servi de langue véhiculaire pour des fonctions assez limitées, et donc il s'est simplifié dans un premier temps. C'est ce qui explique que la morphologie du quichua équatorien, et même dans une certaine mesure sa phonologie, représente une certaine simplification par rapport à ces sources péruviennes. Et puis ensuite, à l'époque coloniale, en devenant première langue des populations andines et en remplaçant les langues locales, il s'est reconstitué une complexité, mais à partir de moyens propres. Et c'est cette histoire assez particulière qui fait que, bien que le quichua équatorien soit génétiquement, historiquement, je veux dire, proche du quechua du sud du Pérou, il s'agit de seulement 5 siècles ou peu de temps de plus de séparation, eh bien, il a assez fortement divergé du quechua sud-péruvien, et qu'aujourd'hui l'intercompréhension entre ces deux types de variétés n'est pas complète. Mais apparemment, on arrive à se comprendre, à échanger en parlant assez lentement, mais ce n'est pas facile. Donc je vais m'arrêter là. Je voulais juste montrer un exemple de ce quichua unificado d'aujourd'hui, qui a été élaboré en Équateur. Il existe même un dictionnaire monolingue du quichua unificado, une grammaire du quichua unificado, des ouvrages en tout genre dans cette forme de quechua. Il existe bien sûr encore des difficultés, malgré les avancées réalisées en Équateur dans le domaine éducatif. Apparemment est encore loin de parvenir à un bilinguisme stable, et les jeunes générations issues des communautés indigènes ont tendance encore à évoluer vers le monolinguisme hispanophone, mais pas toujours. La langue se transmet, y compris, dans une certaine mesure, un petit peu dans le milieu urbain, même sur la côte. Je l'ai appris récemment. Mon collègue Jorge Gomez m'a raconté qu'à Guayaquil, il y a des enfants de migrants nés à Guayaquil qui sont tout à fait locuteurs du quichua. Voilà. Très bien, donc je vous remercie.